Fabriqué par Binge Audio. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que depuis le Covid, le temps s'est accéléré et que le monde est devenu fou ? Heureusement qu'il y a des espaces comme ici, dans ce studio, où on peut s'arrêter 2 minutes. Et je vous remercie, vous qui nous écoutez dans votre cuisine, les transports, en faisant votre jogging, que sais-je. On va recommencer cette année en essayant de prendre soin de nous, individuellement et collectivement. Et avant tout, cette année 2026, je vous la souhaite heureuse et douce. Je vous propose qu'on se chouchoute un peu dans cet épisode. On me demande souvent s'il y a des traitements naturels pour contrer les effets de la ménopause. Certaines d'entre vous ne veulent pas ou ne peuvent pas prendre de traitement hormonal. Et devant l'absence d'un accompagnement correct des médecins, c'est souvent le règne de la bidouille. On se refile des conseils entre copines. T'as essayé la sauge ? Il paraît que la mélatonine, ça marche ? Après les excès des fêtes de fin d'année, je vais donc demander à Élodie, qui est naturopathe et que j'ai rencontrée lors d'une ménopause party, si ça existe, de nous donner quelques conseils. Bonjour Élodie Bosson. Bonjour Claire. Et bonne année à toi. Merci, toi aussi. Tu t'intéresses spécifiquement au corps et au métabolisme des femmes après 40 ans. On va voir avec toi dans un instant comment se faire un petit protocole de redémarrage en ce début d'année. Juste, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à être naturopathe ? Je crois que ce sont des épreuves personnelles. Exactement, oui, c'est ce que j'ai traversé. Quand j'ai passé la quarantaine, j'étais déjà naturopathe depuis 5 ans. J'accompagnais déjà des femmes. Et puis, boum, patatras, ma vie s'est mise à basculer. Alors que mes cycles étaient normaux, réguliers, je me suis mise à être irritable, à avoir des sautes d'humeur, des crises de larmes, des crises de nerfs pour rien. Et puis, j'ai pris 15 kilos en 6 mois, sans changer mon alimentation. Et je ne comprenais plus rien à mon corps. Alors que pourtant, j'étais naturopathe, j'accompagnais déjà des femmes à être bien dans leur alimentation et dans leur corps. Et je n'arrivais plus le mode d'emploi, en fait. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Ouais. Jusqu'à ce que je creuse et que je découvre que c'était des symptômes de préménopause. Et c'était vraiment une découverte pour moi parce que, comme beaucoup de femmes, alors que pourtant je suis dans le domaine de la santé, mais je me disais, ça va sonner à la porte quand j'aurai des cycles irréguliers, naturellement, du coup, je vais commencer à m'occuper de ça. Alors qu'en fait, ça peut arriver bien avant et que moi, ça a chamboulé ma vie. Ouais. T'avais quel âge ? J'avais 41 ans. Ah ouais, donc c'était tôt quand même. Ça a commencé tôt. Et puis, ce qui s'est passé aussi à la suite de ça, comme j'avais pas les billes au départ, j'ai fait un burn-out, une dépression. Au début, j'ai mis ça sur le fait que je travaillais trop. Ouais. Et en fait, il y avait un facteur hormonal hyper présent, en fait. Alors, justement, là, on est en début d'année, donc on a fait quand même pas mal d'excès. On va essayer de se faire un petit reset de l'organisme. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils ? Oui, avec plaisir. Alors, déjà, en période de préménopause, on a déjà une fluctuation importante au niveau des œstrogènes et de la progestérone, qui sont les 2 hormones qui vont bien sûr diminuer au moment de la ménopause. Et quand on a une fluctuation des œstrogènes, on a une variation qui va perturber la glycémie, qui va aussi perturber tout le mécanisme de l'insuline et donc qui va faire qu'on va être moins sensible à l'insuline et donc on va commencer à plus stocker, spécialement au niveau abdominal. Voilà. On connaît bien. Et du coup, cette sensibilité à l'insuline qui va diminuer progressivement fait que le sucre il est moins bien utilisé par les cellules et donc on stocke plus. Et puis le stress et le manque de sommeil qui font aussi partie des fêtes de fin d'année, parce qu'on est toujours là à dire c'est sympa Noël, mais on sait bien que le stress de la famille, des repas, etc., on est souvent bousculé au niveau de notre sommeil, ça augmente les pics de cortisol et donc ça favorise aussi la prise de poids. Donc on est un peu coincé dans cette période-là de préménopause qui ne s'améliore pas après à la ménopause et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des outils pour retrouver de l'énergie après les fêtes. La chose qu'il ne faut surtout pas faire après les fêtes, c'est justement de se mettre en mode drastique, c'est bon, je me mets au régime, je vais me priver, soupe aux choux et compagnie. C'est vraiment les choses à éviter parce que bouillon. Quoique un jour, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien un jour ou deux après des excès. Mais si on rentre en mode je suis au bout de ma vie, ça suffit, mode régime, c'est la dernière chose à faire après 40 ans parce que ça stresse le corps et donc on va avoir des pics de cortisol et donc on va avoir encore l'hormone plus du stress. Voilà. L'hormone du stress et l'hormone du stress en fait, elle est faite pour mettre le corps en mode survie. On économise au maximum. On a le sang qui se met dans les membres extérieurs, les jambes et les bras pour combattre le lion. Et surtout, on garde les calories. Le système est fait pour
réduire au maximum parce qu'on est en mode survie. Et donc, forcément, le mécanisme archaïque qu'on a, nous, les femmes, fait que quand on sécrète du cortisol, on déstocke moins. On garde nos graisses. Même si on mange moins, même si on jeûne, le corps se met en mode alerte et résiste et garde en fait c'est la purement graisse. physiologique, ce petit ventre, en fait. Complètement. On a hérité ça des cavernes, presque. C'est ça que tu nous dis. Exactement. Alors, il y a la répartition des graisses qui est différente après la ménopause puisque ça passe du bas vers le haut. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a plus de ventre, plus de seins. Ça peut être sympa pour certaines femmes. Ouais. Mais aussi plus de bras, plus de gras au niveau du visage. Donc, vraiment, ça se transfère. Et ça, c'est lié aussi au manque d'œstrogène qui se manifeste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, on a dans cette période-là un corps qui se modifie en fait. Et moi, mon message, c'est vraiment de dire attention les femmes, dès 40 ans, informez-vous, ayez votre mode d'emploi pour savoir comment gérer. Et donc, surtout pas de mode barbare, en mode allez, c'est parti, je fais un gros régime, etc. Mais plutôt en mode stratégie alimentaire simple et efficace. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se priver des aliments qu'on aime, par exemple. Non. Ça, c'est la clé quand on veut manger mieux. Tu as parlé dans une vidéo des 3 erreurs à ne pas faire quand on veut mincir après 40 ans. Oui, il y a plusieurs erreurs à ne pas faire. La première, c'est de manger des glucides seuls. Ça, c'est une erreur que beaucoup de femmes font encore, surtout en période d'hiver. On est fatigué, on a un peu tendance à avoir la fringale sur le gâteau, sur le sucre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais c'est une question d'ordre. Évitez de les manger seuls. Si on mange, par exemple, un bout de pain seul, ou même une assiette de pâtes seule, ça crée un pic de glycémie qui entraîne un pic d'insuline et qui entraîne donc une prise de gras automatique. Par contre, si on met notre glucide accompagné de quelque chose, et voire même à la fin du repas, on a beaucoup moins d'effet sur la glycémie et donc beaucoup moins d'effet sur l'insuline et la prise de poids. Donc concrètement, si j'ai envie de manger un dessert, je le mets toujours à la fin du repas en mangeant autre chose avant. Si c'est au moment d'une collation, commencez par un verre d'eau et quelques oléagineux. Des amandes, des noix de Grenoble, et ensuite je vais aller sur ma petite collation. Et idéalement même prendre une collation salée pour celles qui sont OK avec ça et qui aiment, une feuille de salade avec une demi-tranche de jambon, un petit bout de chèvre, le tout enroulé, ça fait un petit snack, ou plus simple, quelques tomates cerises, des bâtons de carottes, des concombres. Alors je sais, c'est moins sexy que le chocolat et que le cookie, mais pour les femmes qui aiment et qui n'y pensent pas, parfois c'est juste une question d'habitude et ça change vraiment la donne parce que ça va améliorer la satiété et ça va éviter les fameux pics de glycémie qui en plus entraînent, tu sais, une addiction parce que le sucre appelle le sucre. Donc plus on a une glycémie qui monte, plus on est un peu shooté, plus ensuite on a une hypoglycémie qui crée le coup de barre et on se dit oh là là, il me refaut du sucre. Et du coup on rentre comme ça dans vicieux. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai, tu as dit un truc très intéressant, tu dis à la périménopause et après, on peut manger pareil, voire mieux qu'avant, et pourtant on prend des kilos. Oui. Exactement. Comment on fait pour pas rentrer là-dedans ? Ça demande à changer son mode alimentaire. On ne peut plus justement manger une alimentation forte en glucides comme avant. C'est-à-dire, évidemment... Toi, tu dirais, le premier truc, on réduit fortement le sucre et les glucides, quoi. En fait, on le met à une autre place. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se priver et de l'enlever complètement, mais si, par exemple, mon repas, j'ai envie de manger des pâtes, eh bien, je commence par une petite salade, ensuite, je mange mon escalope de poulet, et à la fin, je mange des pâtes, et mes pâtes, je vais en manger quand même, mais je vais en manger moins. Ça va plutôt être une portion de bol chinois plutôt qu'une grosse assiette de pâtes, et il y aura moins d'impact sur ma glycémie. Et en plus, je vais avoir moins de coups de barre, parce que aussi, après 40 ans, le gluten, les glucides, ça donne un petit high pendant quelques temps, mais juste après, on a le coup de barre. Et combien de femmes j'ai dans les femmes que j'accompagne qui me disent « Oh là, Élodie, je peux pas m'empêcher de manger une pizza ou des pâtes, mais après, j'ai envie de dormir, quoi. Toute l'après-midi, je suis un légume. » Donc, il y a aussi un regain d'énergie qui est possible. C'est juste une question d'ordre et de quantité, où déjà, on peut améliorer considérablement les choses. Et alors, tu parlais du petit ventre qui s'installe. Ouais. Alors, on voit sur les réseaux énormément de coachs qui disent comment faire pour avoir un ventre plat, etc. Tu penses qu'il faut faire ces exercices-là spécifiques ou alors qu'il faut apprendre à vivre avec ces kilos parce que ce sont des kilos qui, après tout, accompagnent cette partie de notre vie aussi, qu'on le veuille ou non?
Complètement. C'est un équilibre, en fait. Évidemment, on ne va pas avoir le même corps à 20 ans qu'à 40 ou 50 ou 60. La peau vieillit, les cheveux se transforment et il s'agit bien sûr d'accepter, c'est important, c'est un processus. Et en même temps, l'idée, c'est d'améliorer les choses parce que souvent, le petit ventre, si c'est juste esthétique, on peut s'y faire. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont mal au ventre, qui ont un ventre ballonné, qui ont des problèmes de digestion, qui ont l'impression d'être enceintes dès le milieu de la matinée et qui souffrent de ça. Et dans ces cas-là, oui, il faut s'en préoccuper. En tant que naturopathe, on sait en naturopathie qu'il y a un terrain inflammatoire qui est souvent là. C'est pas pour rien que les intestins sont gonflés, c'est parce qu'il y a de l'inflammation. Et l'inflammation, elle est très souvent directement liée à une alimentation trop inflammatoire. Les produits laitiers, le gluten, la viande rouge, le sucre sont des facteurs pro-inflammatoires. Et donc, c'est intéressant après 40 ans de voir comment modifier les choses. Pas éliminer et se priver, mais juste trouver des alternatives positives où on se régale tout autant, tout en ayant du coup moins de symptômes d'inflammation et donc un ventre plus plat naturellement. J'ai vu par exemple que tu conseillais certaines épices qui auraient des vertus anti-inflammatoires. Lesquelles par exemple ? Il y a le curcuma qui est très intéressant et le curcuma c'est vraiment sympa parce qu'on peut le mettre un peu partout, on peut le mettre dans le lait de coco dans les sauces, quand on fait par exemple un petit poulet lait de coco curcuma, on peut en mettre aussi dans des nouilles asiatiques, des nouilles de riz par exemple, donc c'est intéressant d'en avoir dans son frigo et on peut aussi en mettre en infusion, acheter des racines de curcuma, mélanger avec du gingembre et un peu de citron. Et ça fait du bien pour la digestion. Ça c'est fait anti-inflammatoire. Exactement. Ouais. Et puis c'est une super boisson pour l'hiver, c'est réconfortant, c'est santéine, donc voilà, on y gagne sur tous les plans. Moi j'ai vu certains coffee shops proposer golden latte en fait, c'est avec du curcuma, c'est assez bon. C'est vrai que ça remplace le thé ou le café. Ouais. Évidemment qu'on comprend bien que l'alimentation est clé. Toi Elodie, c'est quoi tes aliments magiques entre guillemets pour te sentir mieux ? Alors, les aliments magiques, c'est très simple. Après 40 ans, il y a 2 grandes classes, c'est les protéines et les légumes. Alors, vous allez me dire, c'est pas très sexy, mais c'est super important parce que les femmes de plus de 40 ans, souvent, ne mangent pas assez de protéines. Ah bah non. Et c'est le problème parce que... Je vais t'y remettre un peu d'ailleurs. Complètement. Et des fois, ça demande un petit effort, mais ça change vraiment la donne. Moi, je recommande d'essayer, ne serait-ce qu'une semaine, se dire, OK, à midi et le soir, je vais manger protéines, légumes, et je vais voir ce que ça fait. Et ça fait une différence énorme sur la satiété, et ça aide à décrocher du sucre. Donc, mes 2 grandes classes d'aliments pour créer une assiette après 40 ans, c'est est-ce que j'ai des protéines et est-ce que j'ai des légumes. Et les protéines, c'est aussi pour maintenir sa masse musculaire. Oui. Qui fond comme neige au soleil. Qui fond ça, comme neige au soleil. Ouais. Et puis justement, avec la ménopause, encore plus. Et puis, ça permet aussi de garder des os en bonne santé, d'avoir sa masse musculaire qui reste là, parce que les muscles tirent sur les os, et c'est ce qui fortifie aussi les os. Donc, pour se prévenir de l'ostéoporose, c'est aussi très important d'avoir une masse musculaire suffisante. Et ça passe pas que par le sport, ça passe aussi par l'alimentation. Si on n'a pas assez de protéines dans son alimentation, on nourrit pas assez ses muscles, tout simplement. Donc, la priorité des priorités, c'est les protéines, et accompagné d'une bonne dose de légumes. Visuellement, c'est un bon quart de mon assiette avec des protéines et la moitié de mon assiette remplie de légumes. Et quand je dis légumes, c'est pas pommes de terre, c'est pas butternut, c'est les légumes verts, les légumes colorés comme les tomates, les poivrons. Y aller, et ça va en fait permettre une satiété parce que quand je mange des protéines, c'est des macronutriments, c'est un peu les briques qui construisent ma maison. Et les légumes, c'est en fait le tapis de fibres qui va se mettre un peu comme au fond d'un évier, au fond de mon estomac, et qui va faire que je vais assimiler doucement et lentement, et que je vais avoir une bonne transmission de vitamines et de minéraux aussi dans mon corps. Et ça favorise la satiété aussi. Exactement, ça crée vraiment... Les fibres. Ça gonfle. Alors que si j'ai un repas qui est à base de pâtes, à base de pizza, que j'ai tendance même à manger du quinoa, même à manger des lentilles et tout ça, qui sont un peu plus healthy, bien sûr, que les pizzas, j'aurai pas forcément assez de satiété. Et qu'est-ce qui va se passer à 17h ? Je vais avoir mon coup de barre. Et donc, je vais avoir envie le petit gâteau. Et voilà. Et le petit gâteau qui fait mal et qui fait qu'au fur et à mesure, 2, 3, 4 kilos s'ajoutent à la balance. Ouais. Alors, je voulais te demander ton avis sur le jeûne. Les avis sont très partagés là-dessus. Moi, perso, j'ai besoin d'un bon petit déjeuner pour fonctionner le matin. En plus, je travaille assez tôt sur LCI. J'ai besoin de carburant, en fait. Tu penses quoi du jeûne intermittent qui est très à la mode ? Alors moi, j'ai une approche du jeûne qui est du jeûne au féminin. Le jeûne au féminin, c'est un jeûne intermittent, mais qui s'adapte au cycle de la femme et qui peut s'adapter aussi après la ménopause en se calant au rythme de la lune.
parce que comme par hasard, le rythme de la Lune et le rythme des règles, c'est le même nombre de jours. Et en fait, le principe, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le jeûne intermittent, qui ont été faites sur des hommes. Ouais. Et là, il y avait plein d'études formidables, c'est génial, c'est formidable, on perd du poids, il y a un renouvellement cellulaire. Juste, pardon, Elodie, on rappelle que c'est ne pas manger pendant 16 heures, c'est ça, le jeûne intermittent. Oui. En gros, sauter un repas, Ouais. souvent le petit déjeuner pour beaucoup de gens. Mais et sinon, donc, c'est ça peut les hommes être qui ont servi de dîner. référence morphologiquement. Pendant des années, Ouais. ouais. Aucune étude sur les femmes. Jusqu'à ce qu'on fasse enfin des études sur les femmes et qu'on se rende compte que les femmes qui font du jeûne intermittent continu pendant tout leur cycle et pendant toute l'année ont des pics de cortisol plus importants Aïe. que les femmes qui ne Ouais. jeûnent pas. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, cortisol égale résistance à l'insuline égale prise de poids. Donc, c'est des femmes qui se privent, mais qui génèrent trop de stress dans leur corps et du coup, ça crée un blocage, un mécanisme de survie qui fait qu'elles ne déstockent plus. Donc, comment il faut faire dans ces cas-là ? Il faut Toi, tu jeûner. l'as constaté sur des femmes que tu conseilles ? Elles J'en faisaient ai du jeûne plein, intermittent oui. et c'était négatif pour leur organisme. J'en ai beaucoup en coaching. Ouais. Des femmes qui viennent me voir et qui me disent « Élodie, j'adore faire du jeûne intermittent, ça me donne la Ouais, pêche. il paraît que ça donne beaucoup d'énergie. Moi, j'ai jamais essayé, mais... » Oui, Ouais. ça peut en effet galvaniser justement le matin. On se sent plus tonique, plus énergique, plus focus. Il y a plein de bénéfices au jeûne. Mais le jeûne, il a besoin d'être fait de la bonne manière pour les femmes. Et c'est ça qui demande une régulation. Ça veut dire que nous qui sommes cycliques, on ne va pas jeûner tout le temps de la même manière. Et il y a 2 périodes dans lesquelles il faut faire attention. C'est au moment de l'ovulation et 10 jours avant les règles. C'est des périodes où on sécrète les oestrogènes puis la progestérone. Ouais. Et c'est des moments où il faut manger des aliments qui vont favoriser la production d'œstrogènes et de progestérone. Et puis, pendant la ménopause, on se cale sur la Lune parce qu'on reste cyclique. On continue à produire quand même un peu d'œstrogène et de progestérone. Et c'est cool, il faut en profiter. Et donc, favoriser les aliments qui vont aider à la sécrétion de ces hormones-là. Alors, c'est vrai que tout change avec la périménopause. Toi, en plus, tu dis que ça t'est arrivé à 41 ans. On n'a forcément pas la même énergie, le même moral, le même sommeil. Comment est-ce qu'on peut retrouver justement de l'énergie et de la clarté d'esprit ? Je ne sais pas si tu as des tips, mais je pense qu'on est nombreuses à être preneuses. Alors, le sommeil, c'est vraiment capital. On le dit, on le redit. Mais l'idée, c'est de passer à l'action et d'avoir des stratégies simples. Moi, j'aime beaucoup les petits pas. Je ne suis pas dans on change tout, grand coup de volant, etc. Parce que ça ne marche pas avec le corps féminin. Et encore moins après 40 ans. On a besoin de faire des petits pas durables et qui fonctionnent. Pour le sommeil, déjà, avant toute chose, petite précision hormonale, quand on est fatigué, on sécrète de la gréline, qui est une hormone qui donne faim. Ouais. Pourquoi ? Parce que le corps dit, écoute, je suis crevée, fais-moi dormir. J'ai de l'énergie, ouais. Sauf que je te fais pas dormir. Donc, du coup, donne-moi des calories. Et donne-moi du sucre. Encore. Et ça, c'est problématique parce que du coup, les hormones jouent contre nous. Et c'est pour ça aussi que je vois beaucoup de femmes qui me disent « Mais Élodie, je comprends pas. J'ai l'impression que j'ai pas de volonté. Moi, j'y arrive pas. » Mais à un moment donné, c'est pas une question de volonté, c'est une question d'hormones. Une femme est gouvernée par ses hormones. Et si les hormones jouent contre vous, vous y arriverez tout simplement pas. Et c'est pour ça que le sommeil doit être régulé, parce que sinon, on a trop de gréline. Et quelles que soient les stratégies qu'on met en place, ça tombe à l'eau parce que c'est plus fort que nous, tout simplement. Alors, tu dis, moi, j'aime bien avoir un rituel de coucher. Oui. Comme pour les enfants, en fait, quand on instaure un rituel pour les enfants. Exactement. En fait, c'est dans notre ADN. On a vécu pendant des années à la lumière du jour et à la tombée de la nuit, on bâille et on a naturellement une sécrétion de mélatonine qui fait qu'on va se coucher et qu'on dort. Donc, c'est revenir à des basiques. Déjà, en effet, le rituel du coucher. Arrêter les écrans au moins 1 heure avant de se coucher pour ne pas avoir de lumière bleue et pour pas stimuler notre cerveau qui croit que c'est encore le jour. Diminuer les lumières dans la chambre. Dormir dans une température qui est pas trop haute et qui rafraîchit et qui donne envie de dormir. Reprendre l'habitude du livre, le bon livre papier qui naturellement va vous donner envie de dormir et vous préparer au sommeil. Ouais. Et bien sûr, avoir une ambiance calme et agréable dans la chambre. Très souvent, en coaching, je demande quelle est l'ambiance dans votre chambre. Si c'est une pièce en bazar, qui a la télé, qu'il y a le conjoint à côté qui fait du bruit, qui ne se dort pas aux mêmes heures, si on n'est pas bien dans son lit, avec des draps pas confortables, tout joue en fait après 40 ans. Et c'est très important d'avoir une pièce qui invite au sommeil, à la sécurité et au repos. Ça, c'est un premier axe. Et puis ensuite, bien sûr, il y a des plantes, il y a plein de choses qui peuvent aider au sommeil. Alors justement, tu vas peut-être nous dire lesquelles sont les plantes qui favorisent le sommeil ? Oui, alors la fameuse mélatonine, bien sûr, peut être efficace. C'est à tester, ça dépend des femmes. C'est pas efficace ça, chez
une toutes les hormone, femmes. ça. C'est une hormone. Là, pour le coup, c'est pas une plante. Et ça peut vraiment aider à réguler son sommeil, y compris dans la nuit. Souvent, après à la période de ménopause, on a les fameux réveils nocturnes 2, 3, 4 heures du mat, avec les yeux grands ouverts, qui sont en fait des pics de cortisol, encore une fois, avec un cortisol mal régulé, qui sont très compliqués parce qu'on pourrait commencer sa journée à 4 heures du mat, sauf que c'est pas le moment. Et dans ces cas-là, très les difficile petits de sprays, s'endormir. Hein. Ouais. Et les sprays de mélatonine peuvent vraiment aider à ce moment-là. Parce que justement, en spray, on maîtrise plus la quantité, on ne va pas avoir trop la tête dans le gaz le lendemain, et ça peut aider, du coup, à mieux dormir. Et puis, il y a la fameuse sauge sclarée en huile essentielle, qui est très intéressante pour la période de la ménopause, parce que quand on a des sueurs nocturnes, c'est très compliqué d'avoir un sommeil apaisé. Une petite goutte sur les poignets, au creux des coudes et au creux des genoux, juste avant de dormir, peut favoriser à diminuer les bouffées de chaleur. Toi, tu l'as pratiqué sur toi ? Oui, je l'ai pratiqué sauge sur moi, ça fonctionne. J'ai des clientes sur qui ça fonctionne extrêmement bien. Vraiment, c'est le jour et la nuit et ça leur sauve la vie. Après, il n'y a pas de recette miracle. Et c'est ça, en fait, l'idée aussi dans cette période-là. Chacune a son mode d'emploi. Et ce qui va être important, c'est de tester les choses, de tâtonner jusqu'à dire « Ok, ça me va, ça fonctionne ». De passer les saisons aussi avec ces compléments alimentaires, voir ce qui fonctionne. Ouais. Et au fur et à mesure, c'est avec cette technique de tâtonnement qui n'est pas si compliquée. Ça demande un peu de persévérance, mais ça demande aussi de garder le cap. Et au fur et à mesure, après, on a son mode d'emploi et on le garde pour longtemps. On le garde pour la cinquantaine, la soixantaine, à 70 ans, ça marchera encore aussi. Mais c'est cette deuxième partie de vie qui a besoin d'être accompagnée pour, ok, je connais les plantes, je sais comment je dois manger, je sais comment je dois dormir, j'ai ma stratégie qui va m'aider jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ça le but. C'est très intéressant ce que tu nous dis, parce que j'ai souvent des auditrices qui me demandent qu'est-ce que je prends, vu que je ne veux pas prendre un traitement hormonal ou que je ne peux pas, puisque j'ai des antécédents de cancer du sein, etc. Il y a beaucoup de demandes sur qu'est-ce qu'on prend. Alors toi, tu dis, effectivement, quelques plantes. C'est quoi ta recommandation numéro 1 ? Ma recommandation numéro 1, c'est de réguler la progestérone avec des plantes. Alors, juste une petite parenthèse un peu hormonale. La progestérone, c'est l'hormone qu'on sécrète normalement en fin de cycle. Et c'est celle dont on manque le plus, nous, les femmes, dans ce monde moderne, parce que c'est l'hormone qui permet de s'apaiser, qui permet d'être calme, qui permet d'être sereine. Et très souvent, en période de préménopause et de ménopause, à cause des pics d'œstrogène et puis de toute cette dérégulation, il y a un peu la sorcière qui sort à 17h, comme je l'appelle, qui est là. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi non plus, je ne l'ai pas connue, cette sorcière. Ça peut arriver n'importe quand, la sorcière. Aussi, mais souvent, je vois que c'est en fin de journée, avec le mélange de la fatigue, etc. On s'énerve sur le mari, les enfants, tout le monde en prend plein son grade et on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est quoi cette femme ? Je ne connais pas cette personne. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a souvent une dérégulation de progestérone. Ce qui peut vraiment aider dans cette période-là, c'est de prendre du griffonia. Le griffonia a un facteur actif qui est le 5-HTP. Et dans ce 5-HTP, en fait, on a un régulateur de la sérotonine. Très souvent, dans la cascade hormonale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, parce qu'il y a des dérégulations œstrogène-progestérone et qu'il y a une hiérarchie dans les hormones féminines, ça crée en cascade des dérégulations partout, y compris de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone qui nous aide à poser l'avion en fin de journée, à pas rester en altitude. Et très souvent, en période de préménopause et de ménopause, on n'arrive plus à poser cet avion parce qu'on n'a plus les hormones qui nous vont bien pour tu vois, se poser, se détendre, se dire allez, on arrête, on ralentit, hop, on décélère, quoi. Et donc, le griffonia va vraiment aider à 17h pour justement poser l'avion. Et se détendre, ça va permettre de sécréter un peu plus de sérotonine et de se détendre. Sinon, il y a des médecins qui proposent justement de supplémenter en progestérone. Mais ça, il faut aller voir son médecin et voir ce qui est le plus adapté. Complètement. Moi, je ne suis pas fermée au traitement hormonal substitutif. Je pense qu'il peut aider. Mais c'est comme tout. C'est comme l'Ozempic pour maigrir. Ok, on se fait des piqûres et on perd du poids, mais est-ce qu'on apprend à remanger correctement ? Est-ce qu'on apprend à manger des choses qui nous font plaisir et qui sont équilibrées ? Non, ça ne fait pas partie de la piqûre. Donc, il faut aussi de l'éducation à côté. Ouais, mais après, il y a des femmes, Élodie, qui ont des symptômes vraiment très invalidants. Et dans ces cas-là, le traitement, ça peut aider aussi. Donc, c'est vraiment au cas par cas, en fait. Complètement. Et c'est pour ça que je dis que ça peut vraiment être utile pour certaines femmes, au même titre que les médicaments sont utiles dans
certains cas, évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'on gagnera toujours à s'éduquer, à comprendre comment marche notre corps et à avoir quelques tips naturels qu'on peut déclencher facilement. Et puis au apprendre à quotidien. s'écouter aussi. Je pense que écouter son corps, c'est important. Ah ben là, c'est fondamental à cet âge-là, parce qu'il envoie beaucoup de signaux, le corps. Et si on n'a pas appris à l'écouter avant, c'est le moment. Parce que c'est ça qui va permettre de réguler les choses dans cette période. C'est pour ça que je recommande souvent aux femmes plus jeunes de s'intéresser à la périménopause avant qu'elles n'en découvrent les manifestations, en fait. Si plus tôt on est préparé, et mieux c'est. On peut recommander aussi le lâcher-prise quand on a une bouffée de chaleur. Par exemple, on se dit « Oh là là, ça y est, ça recommence. Merde, je suis en réunion, ça va se voir. » Tu sais, le truc, le petit vélo dans la tête, quoi. Ça aide pas non plus. Ah, complètement. Mais c'est compliqué de pratiquer le lâcher-prise. En même temps, ça vient avec la pratique. Il y a une étude qui a été faite justement sur les femmes qui ont des bouffées de chaleur, qui pratiquaient pendant 5 minutes la cohérence cardiaque au moment de la bouffée. Et elles avaient des bouffées 30% moins longues et moins intenses. Donc c'est quoi ça, la cohérence cardiaque? On respire, on essaie de se calmer? Oui, c'est ça. On respire sur 5, 5, 5. Il y a différents modèles en fait de cohérence cardiaque. L'idée, c'est d'avoir une modulation de respiration calme. Il y a plein d'applications sur téléphone gratuites qui permettent de suivre tout simplement une bille qui monte et qui descend pour réguler sa respiration sans avoir à compter. Et si on pratique ça 3 minutes par jour, à froid, quand on a un petit temps dans les transports, même aux toilettes, et au fur et à mesure, on va avoir la capacité de le pratiquer aussi pendant la bouffée. La bouffée de chaleur, il y a vraiment 2 flèches. Il y a la flèche physiologique qui n'est pas agréable, et puis il y a la flèche psychologique, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, qui rajoute en fait de la complexité pour le corps pour gérer ce qui est en train de se passer. Donc plus on arrive à être sereine, et plus finalement, les obstacles sont plus faciles, y compris en période de ménopause. Alors moi, ça me parle beaucoup ce que tu me dis, parce qu'une de mes résolutions cette année, c'est d'essayer d'être moins stressée. Parce qu'effectivement, on est très très stimulé, on a plein de micro-stress tout au long de la journée. Et puis, je trouve que le stress, finalement, ça crée de la confusion mentale, ça crée du brouillard mental. Alors évidemment, c'est facile à dire, je vais essayer de moins stresser. Toi, quels sont tes conseils pour justement éviter cette confusion mentale-là, essayer de se poser un peu, de se calmer? En fait, c'est un muscle qui se muscle, la capacité à pas être stressé. Je suis aussi instructrice de méditation en pleine conscience et aussi hypnothérapeute. Et dans ces formations-là, j'ai moi-même appris pour moi à gérer mon stress parce que je suis quelqu'un avec un tempérament très anxieux de base. Et ce que j'ai compris, c'est que plus je pratiquais ma capacité à m'auto-réguler, plus je pouvais aussi m'en servir dans le quotidien, y compris en situation de stress. Donc, pour moi, il n'y a pas de secret, c'est une question de pratique. Et trouver ce qui marche avec soi. Il y a des personnes qui sont sensibles à l'hypnose, il y en a d'autres qui préfèrent la sophrologie, il y en a d'autres qui préfèrent la visualisation, qui ont des capacités à voir facilement. Il y en a d'autres pour qui la méditation, le silence, ça fait beaucoup de bien. Et moi, je suis partisane de ces petits pas-là qui vont permettre de relaxer, d'étendre le corps. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de soucis d'endormissement au sommeil, puisque comme je suis quelqu'un avec un tempérament anxieux, c'était difficile. En ce moment, j'ai une hypnose de dingue. Elle marche trop bien, je l'ai trouvée sur Spotify. D'accord. Et je l'écoute et mes yeux se ferment naturellement. Et c'est rigolo parce que tous les matins, je me dis, mais à chaque fois, j'arrive pas à l'entendre en entier. Je connais pas la fin de l'histoire de cette hypnose parce que je m'endors dessus. Et donc, c'est trouver ces petits outils-là, tout simples, qui vont favoriser la détente, le sommeil. La cohérence cardiaque avec une petite tape. Quand moi, je sens que j'ai le stress qui monte et que j'ai cette boule dans le plexus solaire, je mets en route mon appli Respire Relax, qui est une appli gratuite où je suis ma petite boule et je respire. Comme quoi, tu vois, on dit détachez-vous des téléphones portables, mais il y a aussi des solutions qui se trouvent sur le smartphone. Oui. Avec ces applis-là. Ouais, ceux qui ont des montres connectées aussi. Il y a plein de solutions. En fait, l'idée, c'est de tester et trouver quelque chose qui nous va et pratiquer au quotidien, même 3 minutes. Et comme ça, on muscle le muscle de la relaxation et on reprend le pouvoir plutôt que subir et de se dire « Oh là là, j'ai trop de stress, c'est trop dur, j'y arrive pas. » Ok, j'ai mes astuces, j'ai ma trousse de secours qui va me permettre de... Une autre chose aussi qui marche très très bien, c'est les huiles essentielles. Pour les personnes qui aiment les belles odeurs, moi personnellement, c'est quelque chose qui me touche et qui marche bien avec moi. Et j'ai toujours dans mon sac une huile essentielle de petit grain bigaradier qui a une odeur un peu de bergamote. Comment tu dis, petit grain ? Petit grain bigaradier. Ok. C'est petit grain bigarade. C'est à la base un petit fruit, en fait, qui s'appelle comme ça. Et on le transforme en huile essentielle et ça aide à calmer le mental, surtout quand on a tendance à s'éparpiller, à avoir trop de dossiers ouverts dans la tête.
respirer en conscience, imaginer que les molécules de l'huile vont jusque dans le cerveau pour détendre tout ça. Et quelques respirations conscientes et profondes, ça fait des miracles. Donc tu fais quoi ? Tu le respires ? Ouais, je le sniffe. Ouais. Bah, c'est marrant, écoute, ça fait une petite astuce pour nos auditrices, nos auditeurs, voilà. La petite plante magique d'Élodie. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on s'était rencontrés dans une ménopause party qui était organisée par Floriane Pelletier, qu'on salue. On devrait en faire plus souvent, ça, des ménopause parties. C'est une très bonne idée. Ah, mais j'adore. Ah ouais, t'as retenu quoi, toi, de ce moment ? C'est là que tu m'as abordé et qu'on s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire ensemble. Moi, j'ai adoré. Déjà, le mot ménopause party, le terme, rien que ça, je trouve ça canon. Et je pense qu'on a toutes besoin de positiver et de rendre l'expérience joyeuse. J'ai beaucoup aimé la réunion de toutes ces femmes, toutes ensemble, toutes sur ce même sujet, avec le côté nutrition, le côté bien-être. Il y avait aussi cet aspect un peu environnemental, sociétal autour de la ménopause. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'œuvrer, et je pèse le mot œuvrer, pour déployer ça et avoir vraiment cette notion d'émancipation autour de cette période de ménopause, pour donner les outils aux femmes de se déployer, d'oser, d'en faire une belle période de vie, d'en faire une nouvelle page qui a du sens et faire que ces femmes se sentent empuissancées plutôt que dévalorisées, périmées et tout le reste, tout ce que nous renvoie la société. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Merci beaucoup, Élodie Bossan, d'être venue dans les studios de Binge Audio. On peut retrouver ta chaîne YouTube qui est à ton nom et qui justement donne toutes ces astuces là pour mieux traverser cette période. Merci à vous d'abord de nous avoir écoutés. Merci à Jude Rigaud et à Paul Berthiaud pour la réal et le montage de cet épisode, et à Lise Niederkorn pour les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. À très bientôt.